Bienvenue sur l'hebdo des éditorialistes, mesdames et messieurs. Merci d'être toujours en notre compagnie sur Télévision Bénin et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Vous avez à l'instant suivi le duel, un débat de haut niveau entre intellectuels de haut niveau. Merci d'être toujours en notre compagnie. Nous allons à présent donner place aux hommes des médias pour commenter, analyser l'actualité. C'est un hebdo des éditorialistes. En parler ce soir, nous, je dirais ce matin, oui, je pourrais en parler ce matin. Prudence Akondé, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour cher ami Emmanuel, bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être là ce matin, Prudence Akondé. Je rappelle que vous êtes journaliste au bimensuel, c'est La Belle Séance. Bien sûr. Merci d'être là, merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Et très bien. En face de vous, nous avons Emmanuel Lokono. Emmanuel Lokono, bonjour. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour à Prudence également. Et c'est un plaisir pour moi de participer également à ce débat. Je rappelle que vous, Emmanuel Lokono, vous êtes secrétaire de rédaction au quotidien La Primeur. Et comme cela se passe tous les dimanches, ici, nous avons ce plateau pour commenter, analyser chacun de son côté l'actualité, les sujets qui vous auraient en tout cas intéressé, marqué tout au long de cette semaine. Et nous allons commencer par Emmanuel Lokono. Quelle est l'actualité? Sinon, quels sont les sujets qui vous ont intéressé cette semaine? L'actualité a commencé par vous, oui. Alors, il y a plusieurs sujets de l'actualité. Lorsque nous prenons toute la semaine, et la semaine s'est achevée par une triste histoire, l'histoire de l'affrontement entre les populations, la police également, à Savalou. Et si nous prenons cette actualité, c'est ça qui est venu, en fait, clôturer la semaine. Et entre autres, et lorsque nous parlons d'affrontement et que nous allons un peu en arrière, nous allons voir également d'autres actualités qui ont marqué également la semaine. Et si les téléspectateurs ont suivi également l'actualité, vous allez constater qu'il y a cette question de revalorisation de salaire que nous avons eu. Et nous avons, entre autres, également le lancement de la deuxième phase du cadastre national et qui a fait l'actualité au cours de la semaine. C'est d'ailleurs au début de la semaine. Donc nous avons pris assez de sujets à aborder. D'accord, nous allons commencer par le premier que vous avez évoqué d'ailleurs, l'affrontement, en tout cas la triste scène qu'il y a eu de l'autre côté de Savalou dans les collines. Alors c'est vraiment triste parce que si nous, à cause de la religion, on vient jusqu'à ce point, je pense que c'est vraiment triste. La situation telle que rapportée par les médias, c'est partie d'une prophétie faite par un pasteur qui avait dit à ses fidèles que la fin du monde était proche. Et puisque la fin du monde était proche, il fallait vendre ses biens pour pouvoir aller en même temps au paradis après. Et donc, les fidèles en question ont décidé d'aller dans les champs pour récolter ce que les autres ont planté dans leurs champs. Et cela a créé de frustration. Un des cultivateurs a décidé donc de tenir tête à ses fidèles. Donc, dans l'affrontement, la police était dépêchée sur le terrain pour aller régler le problème. Et donc, sur le terrain, il paraîtrait que les fidèles ont enlevé 2 policiers et les ont éloignés du lieu du drame. Et donc, plus tard, on a découvert que ces 2 policiers étaient tués par... Ça, c'est en griffe. On n'a encore aucune confirmation de cette information. Donc, le bilan, il y a plusieurs bilans qui ont été effectués. Ce n'est pas officiel, mais le bilan fait état de 8 morts. 8 morts, dont 2 policiers, les 2 policiers qui ont été enlevés. Là encore, ce n'est pas encore confirmé. Nous n'avons pas la confirmation. Voilà, donc ce sont des bilans, c'est un bilan officieux, ce n'est pas officiel en tant que tel. Donc, la question d'affrontement qui a eu lieu hier, c'est une information triste qui est venue clôturer la semaine, comme je l'ai dit. Et lorsque j'analyse, je me demande si, à cause d'une question de religion, on peut aller jusque-là.
la population doit également faire preuve de discernement, même si nous sommes dans un contexte religieux. Lorsqu'on enseigne les théories, lorsqu'il y a la prêche de pasteurs, il faudrait un discernement de la part de la population elle-même, des fidèles, j'allais dire. Donc, c'est vrai, d'aucuns diront que le fait que nous sommes dans un pays laïque contribue d'une manière ou d'une autre à enliser davantage, à cautionner ces phénomènes que nous observons au sein de la société. Je dirais non. Dans un pays laïque, cela ne voudrait pas dire qu'on cautionnerait. Oui, peut-être. D'aucuns disent que c'est peut-être parce que l'État central n'a pas la possibilité de contrôler, les religions, l'Église. Vous parlez de la prolifération de ces... Voilà. Si l'État n'a pas la possibilité de contrôler, certains disent que c'est pas évident. Bien, c'est évident, j'allais dire, qu'on assiste à ces problèmes. Lorsque je fais un rapprochement, pays laïque, c'est vrai, mais ce n'est pas lorsque le gouvernement ou l'État aura une part dans le contrôle de ces religions que nous allons assister à une diminution de ces phénomènes. Lorsque je fais allusion à la France qui nous a colonisés avec sa religion, en 1905, je crois, la France était, avant 1905 bien sûr, la religion et l'État étaient confondus. Et puisque la religion et l'État étaient confondus, à partir de 1905, il y a une loi qui est venue pour consacrer, j'allais dire, la laïcité de l'État français. Donc, puisque l'État français est devenu un État laïque en 1905, il y a, même s'il y a des controverses de part et d'autre au niveau des partisans de la laïcité et au niveau également des fidèles, des chrétiens, oui. Nous avons quand même constaté qu'il y a une démarcation entre l'État et la religion. Là, ici, pour le cas d'espèce, l'État n'a rien à voir dans ce qui se passe. Je vais en venir tout à l'heure. Et en 2004, soit 100 ans après le vote de cette loi, l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui était en ce moment le ministre de l'économie, il fut d'abord ministre de l'Intérieur et des cultes, avait proposé à ce qu'on revoie cette loi et introduit désormais dans la loi la possibilité pour l'État de contrôler d'une manière ou d'une autre les religions. Contrôler en insérant des formations. Formations qui ne soient pas purement religieuses, mais formations qui puissent, au-delà de l'aspect religieux, aider d'une manière ou d'une autre les acteurs de la religion à pouvoir mieux encadrer les fidèles. Les gens n'ont pas accepté cette proposition. Bon, ça, ils ont trimballé jusqu'à ce que, finalement, le président Macron, dans les propositions qui ont été effectuées, a voulu continuer. Ben, il a laissé finalement. Donc, la formation, c'est vrai que... Vous voulez parler de la formation au sein de ces... Voilà, c'est vrai qu'il y a une démarcation entre la religion, il y a une démarcation entre la religion et l'État. Il faut faire cette démarcation. Mais si, vous savez, le côté spirituel, ou bien l'endoctrinement des citoyens, c'est un élément qui risque de donner... C'est un terreau, en fait, pour le terrorisme que nous craignons de l'autre côté. Ok. Vous aurez le temps de revenir développer la suite de vos idées. Chacun des Prunès, voilà, qu'est-ce que l'affrontement religieux à Savalou, quel est votre commentaire, votre analyse de ce qu'on a appris de l'actualité? Avant de dire mon commentaire, vous allez me permettre de dire mes sentiments. Et comme l'a fait tout à l'heure Emmanuel, c'est déplorable. Il faut avoir le courage de le dire. C'est des choses qu'on ne doit plus vivre actuellement en 2022. Mais faisons les choses un peu plus claires.
les peuples africains, ce sont des peuples extrêmement religieux. Ça n'a rien à voir avec le christianisme, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est des peuples qui sont religieux. En fait, c'est des peuples qui savent que la nature n'est pas faite dans du désordre, que ça suit des règles, qu'il y a des dieux, qu'il y a un Dieu suprême. Ce sont des peuples qu'ils savent déjà. Donc, quand nous parlons en fait d'endoctrinement, c'est peut-être que des religions qui nous sont venues d'ailleurs ont surfé aussi sur ce que nous avons comme valeur, ce que nous savons faire le mieux pour nous partager avec nous ce qu'ils ont. Mais moi, par rapport à ce qui s'est passé à Savalou, ma question première, c'est de savoir comment des gens sont arrivés à se construire cette identité-là. Parce que pour moi, en fait, c'est un regroupement d'hommes qu'on peut reconnaître par la paresse et la haine. Pour moi, c'est les deux choses qui définissent ce groupe-là. Et qu'est-ce qui fait dire ça? Non, mais quand on vous dit, par exemple, que c'est la fin du monde, et que, parce que c'est la fin du monde, vous n'avez pas à travailler, vous devez vendre tous vos biens, pour moi, c'est de la paresse. Ça n'a pas un autre nom, c'est aussi simple que ça. Et si, après, vous constatez que vous étiez en erreur, si ce n'est pas la haine, est-ce que vous avez besoin de vous en prendre à ceux qui n'ont pas cru à votre message? Pour moi, si vous avez, en fait, si vraiment vous témoignez de l'amour, parce que, a priori, pour l'Afrique et pour toutes les communes, en fait, pour toutes les régions du monde, la base de toute religion, c'est l'amour. Maintenant, si tant est que vous partagez cet amour-là, et que vous êtes une personne humble, vous auriez pu vous rapprocher de vos pères, de vos frères, parce que ceux-là, ceux ne sont pas, jusque-là, on ne nous a pas apporté de nouvelles informations. Ce sont des Béninois. Ce ne sont pas des gens d'autres pays, ce sont des Béninois. Donc, ils étaient avec leurs frères, avec leurs soeurs, avec les cousins, avec des amis, avec des gens, avec les gens qui les ont vus grandir. Ils auraient pu se rapprocher d'eux, des membres de leur famille, pour dire, en fait, nous venons de constater que nous étions en erreur. En 2000, le passage de 99 à 2000, oui, il y a eu ce problème-là. Beaucoup ont vendu leurs biens, attendant que du 31 décembre 99 au 1er janvier 2000, que tout s'arrête et que, en fait, le monde finisse. Mais quand ils ont constaté que au 1er janvier qu'ils étaient en erreur, bon, je n'ai pas entendu des choses pareilles, par exemple. Je n'ai pas entendu que quelqu'un s'en ait pris à un autre parce que lui, il n'avait pas cru à ce message-là. Ça veut dire que les gens ont eu le temps de construire un groupe qui se reconnaît à travers la paresse et la haine. Si cela arrive, pour moi, c'est qu'il y a encore un travail à faire dans le contrôle de la naissance de nos églises. Moi, je ne suis pas pour la censure totale, mais il faudrait que l'État ait un œil plus regardant dans ce qui se passe dans ce monde-là. Parce que ça n'appauvrit pas que, en fait, comme on le voit, ça appauvrit les intelligences, mais pas que les intelligences, ça appauvrit aussi les poches. Et donc, si nous continuons de dire que le panier de la ménagère n'est pas fourni et qu'il y a d'autres qui peuvent encore soutirer le peu qui se retrouvent dans le panier de la ménagère, je pense que l'État a du travail à faire pour que nos compatriotes, nos frères, nos sœurs puissent être responsables de leurs erreurs. Moi, je ne les condamne pas pour leur église, mais je les condamne parce que quand vous vous reconnaissez, en fait, quand vous faites des erreurs, vous les assumez. C'est aussi simple que ça. Oui, autre élément que vous avez ajouté bon, je pense que il ne s'agira pas de les condamner justement, mais ce que moi je voudrais dire, je reviens là-dessus. Oui. C'est vrai que la religion, c'est individuel. Chacun essaie d'adorer Dieu à sa manière. Mais il ne faudrait pas prendre mot pour mot ce qu'on nous dit dans ces lieux-là. Je me réjouis que Prudence soit revenu sur la question de 2000 et où on disait clairement, comme ça se passe actuellement, que c'est la fin du monde, qu'il y a plusieurs signes qui montrent que c'est effectivement la fin du monde. Bon,
lorsque nous sommes à un lieu de culte et qu'on nous dit telle chose c'est noir, il faudrait que nous-mêmes nous ayons la hauteur d'esprit d'analyser, de voir si c'est bon ou si c'est mauvais. Alors, la responsabilité... Si vous me permettez, pour moi, c'est une question de bon sens. Est-ce qu'on a besoin de dire cela à quelqu'un? Quand quelqu'un, en fait, on ne prend pas partout où nous allons, nous ne prenons pas tout ce qu'on nous dit comme des paroles d'évangile. Même à l'église, quand on nous parle, parfois, sinon, même beaucoup plus souvent maintenant, les gens sont capables de dire, mais ce pasteur-là, ce prêtre-là, ce religieux-là, ce chef traditionnel-là. Donc, pour moi, le problème, ce n'est pas... en fait, il ne faut pas soustraire les gens. Il ne faut pas leur dire, bon, en fait, arrivez là-bas, si on vous dit... Pour moi, ce n'est pas un message qu'on doit leur apporter. C'est une réalité qu'ils savent déjà. C'est une réalité qu'ils savent que, même si c'est votre père, même si c'est votre mère, qui vous dit de faire quelque chose qui est contre la norme, vous ne le faites pas. C'est aussi simple que ça. Très bien. En tout cas, par rapport à ce qui s'est passé à Savalo, beaucoup de questions se posent. Nous déplorons cette perte de vie humaine que nous avons enregistrée. Plusieurs personnes sont donc tombées. Y compris les policiers. Y compris les policiers. Après, on n'a pas encore l'information officielle. Nous saluons ici la mémoire de ceux-là et nous invitons de toutes les façons la police est déjà sur le terrain en train de mener des enquêtes. Nous avons appris que le responsable de cette, je dirais, est-ce qu'il faut appeler ça congrégation, parce que c'est des personnes qui sont bien identifiées, on connaît leur religion, on connaît leur mode de fonctionnement, parce qu'on aurait appris que c'est des gens qui ne se coiffent, qui se prétendent de façon très bizarre, vraiment différents des autres. Nous allons laisser la police faire les enquêtes. On aura d'autres renseignements. De toutes les façons, les responsables de cette église sont recherchés activement par la police pour mettre au clair cette information. Nous allons évoluer et aborder un autre sujet que vous avez choisi. Vous, quelle est l'actualité qui vous a... Tout à l'heure, Emmanuel évoquait déjà la revalorisation des salaires. Pour moi, le suspense demeure. Et nous avons entendu le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement rappeler que les négociations sont toujours en cours, mais que le gouvernement est décidé à ce que ça se passe en 2022. Et pour moi, c'est une bonne décision que le gouvernement puisse constater, accepter et prendre les mesures idoines pour améliorer le panier de la ménagère. Je constate aussi que nous sommes dans un discours politique. J'avoue que depuis que ce régime-là est là, il faut avoir le courage de le dire. Tout est organisé. Le discours, il est policé, il est bien organisé. Quand vous allez chez quelqu'un, et c'est en ça que, bon, d'une manière ou d'une autre, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, il faut quand même apprécier l'efficacité de la communication. Quand vous avez un problème et que vous allez chez quelqu'un qui ne vous donne pas l'argent et qui vous dit « ne vous inquiétez pas, vous aurez l'argent », je vais vous trouver ça en fait. Quand on aurait fini de discuter, je vous trouverai l'argent. En fait, avant même qu'il ne vous remette l'argent, ce discours-là seul, ça suffit à calmer en fait la pression que vous avez, votre difficulté psychologique. Je pense qu'actuellement, nous sommes dans une situation pareille. On nous a promis, en fait, on a promis quelque chose aux fonctionnaires. Même si ça ne vient pas encore, ils sont déjà contents de savoir que ça se fera. C'est comme ça, moi, j'analyse la situation. Oui, Emmanuel? Revalorisation des salaires, je pense que c'est... D'abord, il faut apprécier l'intention du gouvernement de revaloriser les salaires de manière à améliorer, comme l'a dit Prudence, le panier de la ménagère. Nous crions depuis très longtemps que la vie est dure et lorsque le gouvernement va réussir quand même à revaloriser les salaires comme il a dit, je pense que ce sera un ou de soulagement. Maintenant, à côté de la revalorisation, les choses continuent de plus en plus d'être chères. Hier, par exemple, j'étais allé prendre de l'eau
Je vais donner cet exemple. Peut-être que c'est dans ma zone, une zone qui très souvent n'a pas d'eau. Mais je finis de prendre l'eau. La dame me dit c'est à 115 francs, le bidon de 25 litres. Donc, j'étais étonné. J'étais au moulin avant d'aller. Je donne l'exemple là pour montrer concrètement. Oui, allez-y. Puisque c'est ce que vous avez vécu. Voilà. Et 115 francs au moulin et pour le kilo. Je vais prendre de l'eau, 25 litres, on me dit, et c'est à 115 francs également. J'étais étonné. Donc, même si on revalorise les salaires, comme on l'a dit, il faudrait qu'il y ait des mesures pour que ces denrées-là, pour que les produits de première nécessité les prix soient revus à la baisse. Sinon, même si on revalorise et que la personne était à 500 francs, je suppose, et qu'on ramène ça à 1000 francs, puisque les choses sont chères et elle ne va pas sentir en réalité qu'il y a augmentation. Donc, le problème est non seulement au niveau du salaire à revaloriser, mais également au niveau de ces produits-là. Que le gouvernement le contrôle des prix des denrées. Justement. Donc, c'est une bonne idée de revaloriser. Nous attendons vivement que cela soit une réalité. Il y a cette différence que l'on établit entre revalorisation et SMIC. Il y a des acteurs, les syndicalistes qui exigent également, qui demandent également que le SMIC soit revalorisé. Forcément, c'est sûr qu'on revalorise les salaires. C'est toute la chaîne. C'est toute la chaîne. Cet élément également, c'est important. Et maintenant, si on revalorise spécialement pour le SMIC, il faut que puisque ça concerne le secteur privé, et le SMIC fondamentalement, donc il faut que les promoteurs des entreprises puissent appliquer. Puisque une chose est d'augmenter le SMIC, l'autre chose est que ce soit réellement appliqué. Nous sommes dans un pays où, il y a la loi là, mais l'application pose problème. Nous sommes actuellement à 40 000 francs, mais combien de promoteurs d'entreprises privées payent effectivement les 40 000 francs? Avec 40 000 francs, c'est difficile aujourd'hui de vivre dans le pays. Et donc, même si on augmente à 50 000 francs, ce sera difficile. Mais si les chefs d'entreprise privés ne donnent pas encore les 50 000 francs et que diminuent, comme on l'observe aujourd'hui dans les administrations, ce sera tellement compliqué. Donc, augmenter, oui, mais faire en sorte que ce soit réellement appliqué dans le système. Il y aura des punitions pour que ceux-là soient réellement punis et qu'on n'ait pas assisté à ces cas de suicide. Puisque si la personne n'a pas la possibilité de manger et que l'avenir est un peu sombre, elle sera obligée de je pense que on ne va pas souhaiter ça. Ça arrive souvent quand nos micro-économies ne fonctionnent pas. Vous savez, l'Afrique a cela de génial. Nous n'avons pas que l'économie de façon générale. Vous verrez quelqu'un qui gagne comme salaire 50 000 francs, mais qui arrive à se déplacer peut-être de Calavi pour aller à Cotonou chaque jour, faire la navette, qui a une famille qui paye un loyer. Vous vous demandez, mais comment avec 50 000 francs, il arrive à faire tout ça? En fait, chez nous, nous avons ce que nous appelons les micro-économies. Moi, je peux aller, par exemple, je peux venir vous voir pour vous dire, j'ai besoin de 10 000 francs. Vous me prêtez les 10 000 francs sans même demander de garantie. Et vous me prêtez les 10 000 francs sans intérêt. Et quand je les trouve, je vous les rends. Quand je viens vous voir, j'ai un problème. Vous me donnez, ce que vous avez, vous me donnez. Il y a ces situations-là qui font que, quand bien même notre pouvoir d'achat initial n'est pas important, nous avons la possibilité de faire face à nos différentes dépenses. Et généralement, quand on analyse bien les cas que vous évoquez là, c'est des cas où les personnes, l'accompagnement social tel que nous avons l'habitude de le vivre dans nos communautés, c'est quand ça devient absent que les gens se sont poussés à ces extrêmes-là. Mais dans tous les cas de figure, je pense qu'on peut faire un effort psychologique d'éviter cela. Oui. Maintenant, parlant
de l'inflation. C'est un point important et il me semble que les syndicalistes aussi l'ont évoqué parmi leurs exigences. Il va falloir qu'on fasse un effort. Il va falloir qu'on fasse un effort de maîtrise des coûts. Parce que tant qu'on ne maîtrise pas les coûts, tant qu'on n'aide pas le citoyen à pouvoir profiter réellement de son salaire, je pense qu'on va revaloriser N fois, mais si N plus 2 fois, ou bien N plus 4 fois, il y a inflation, le monsieur il ne se sentira jamais à l'aise avec ce qu'il gagne. Voilà, mais ce qui réjouit, on est tous d'accord et nous croyons bien que le gouvernement, en tout cas, passera à cette revalorisation des salaires puisque les structures sont mises en place, les consultations continuent pour qu'on en arrive là. Mais je voudrais rappeler à Emmanuel que, oui, selon les explications du secrétaire général adjoint du gouvernement, ce serait d'abord appliqué pour l'administration publique. Mais non, il y a des discussions qui sont en cours pour discuter avec le patronat béninois, le secteur privé, pour voir dans quelle mesure on pourra appliquer, en tout cas, cette revalorisation, surtout le SMIC, comme vous l'avez si bien dit, comment, dans quelle mesure et quels seront les moyens de contrôle pour qu'on en arrive là, Emmanuel. Donc, je disais, je reviens, bon, c'est vrai, le secrétaire général adjoint du gouvernement a fait ses précisions, mais le SMIC, je pense que ça concerne spécialement le secteur privé, et puisque c'est le secteur... Pas que, mais le secteur privé spécialement. En fait, vous voulez, si je comprends bien, Emmanuel, vous voulez parler du secteur privé. En tout cas, c'est ce secteur qui le préoccupe. C'est vrai que la situation, elle est moins sous contrôle dans le secteur privé que dans le secteur public. Je pense que c'est surtout sa préoccupation. Le gouvernement a les moyens de contrôler pleinement le secteur public, l'administration publique. Et le secteur privé, l'administration publique, il faut que des moyens soient mis en place également pour pouvoir contrôler la mise en œuvre de ces mesures, de ces décisions prises par le gouvernement et que on n'assiste pas à des situations un peu plus compliquées au sein de... Très bien. Nous allons poursuivre ce débat, ce plateau, les échanges avec les hommes des médias pour aborder avec vous, Emmanuel, vous avez tantôt parlé du lancement de la phase 2 du plan cadastre national, l'enregistrement des données cadastre national. Alors justement, nous avons constaté dans le pays, surtout le cas de Abomey Calavi est évocateur, avec des scandales dans le domaine foncier. Et il faut que le gouvernement tape du poing sur la table pour corriger l'État. Et donc c'est dans cette perspective que, en collaboration avec les partenaires, l'État a décidé donc de mettre en place un cadastre national. Et un cadastre national, c'est un peu comme la collecte des données foncières dans plusieurs communes. Pour la première phase, c'est la commune de Ndali et de Boyikon qui ont été les deux communes prises en compte au niveau de la première phase. Et donc, les données foncières de plusieurs parcelles ont été collectées à ces niveaux. Et donc, lorsque la première phase a été bouclée, ils ont lancé la deuxième phase dans la semaine. La deuxième phase concerne essentiellement 10 communes, dont Abomey Calavi et autres. Donc, au final, l'objectif, c'est en fait de doter le pays d'un cadastre national, d'une base de données fiable qui puisse permettre aux acquéreurs de parcelles et également à ceux qui vendent. Prenez par exemple, vous voulez acheter une parcelle à Abomey Calavi et que vous avez l'assurance en allant dans la base de données que cette parcelle appartient effectivement à telle personne et que les données sont fiables, vous allez payer et vous n'aurez plus après. Il y a dans des localités, les gens vendent 2 fois, 3 fois et même plusieurs fois la même parcelle. Donc, s'il y a une base de données de ces parcelles, je crois que le problème de vente à plusieurs reprises de ces parcelles-là sera réglé. Et si c'est réglé, nous n'allons plus assister à ces scandales dans le domaine foncier
Et le cas de Thabo Mekalavi est toujours là et nous trimballons toujours avec. Donc, c'est pas une réforme qui, ma foi, est quand même capitale. Il faudrait que la phase 2 soit clôturée également, qu'on aille et petit à petit aux autres phases, vers les autres communes. Les autres communes Très pour bien. couvrir toutes les 77 communes du Bénin. Lorsque j'aurai, par exemple, l'envie d'acheter un terrain à Porga, par exemple, en toute sécurité. que j'envoie l'argent et que je contrôle dans la base de données, la parcelle est sécurisée, j'achète et c'est tout. Très bien. Oui, Prudence. Et tout à l'heure, il évoquait la situation d'Abou Mekalavi, de la commune d'Abou Mekalavi. J'avoue que depuis quelques mois, quand on a installé les plaques de réserve administrative, les plaques bleues, j'ai peur, en fait, de ce qui peut se passer dans cette commune. Parce que vous voyez, devant des agglomérations, au milieu des agglomérations, ce n'est pas des parcelles nues, au milieu des agglomérations, on met réserve administrative. Et ce n'est pas à un seul endroit, ce n'est pas à deux endroits. C'est qu'il y en a plusieurs comme ça, où, en fait, sur 500 mètres, par exemple, on a déjà construit des maisons, il y a, en fait, la route passe, mais vous voyez les plaques qui sont installées, réserve administrative. Bon, je me pose la question de savoir, est-ce qu'on va encore exproprier, en fait, ces propriétaires-là? Comment ça va se passer? Et quand l'État décide de réaliser le cadrage d'une commune comme cela, c'est la bienvenue. Il paraît que au tribunal d'Abou Mekalavi, les problèmes domaniaux sont ce qu'on retrouve le plus. On ne peut pas avancer comme ça. On ne peut pas avancer dans une commune, on ne peut pas avancer dans un pays où on ne peut pas avoir du foncier sécurisé. C'est vrai que par le passé, il y a eu déjà des efforts qui ont été faits pour améliorer, pour faire ceci ou pour faire cela. Mais la mise à disposition du cadrage national, ma foi, ce sera un grand progrès qui permet non seulement à ceux qui sont là, mais aussi à ceux qui sont à l'extérieur de pouvoir faire des opérations foncières en toute sécurité. Et là aussi, nous aurons la chance de constater si notre pays continue de nous appartenir ou pas. Parce qu'on ne va pas se le cacher. Il y a des localités qui ne nous appartiennent plus, qui ont été déjà achetées par des étrangers. La loi dit que normalement un étranger ne doit pas acheter, il me semble, plus de 2 ou 3 hectares. Mais on trouve des mécanismes pour acheter des dizaines d'hectares. Et quand ceux-là vont se lever, vont dire, parce que c'est des parcelles réellement achetées, vont dire, bon, en fait, je veux désormais occuper ma parcelle, les gens vont s'étonner. Mais il y a des zones où on a vendu 50 hectares, 20 hectares. À des étrangers ? À des étrangers qui, en fait, possèdent des dizaines d'hectares dans notre propre pays. Et je ne sais pas combien de Béninois, en fait, ont la capacité d'affronter ces personnes ou ces groupes de personnes, ces sociétés qui sont en train d'acquérir ces parcelles-là. Donc, plus tôt on réalise le cadrage national, plus vite on constate ces dysfonctionnements et on pourra y remédier pour notre bonheur, mais aussi pour le développement de notre pays, parce que sans une bonne urbanisation, en fait, il n'y a pas de développement à proprement parler. Il n'y a pas de développement approprié, il n'y a pas de développement de communes sans l'urbanisation, sans le plan cadastre. Vous voyez, alors aujourd'hui, avec cette projection que le gouvernement est en train de faire par rapport aux réformes instaurées dans les communes, est-ce que le plan cadastre national lancé, je dirais même communal, ne jouerait pas un rôle important dans l'économie locale qu'on veut aujourd'hui promouvoir, qu'on veut valoriser aujourd'hui, Emmanuel? D'une manière ou d'une autre, ça va contribuer à promouvoir l'économie locale, d'une manière ou d'une autre. J'allais parler justement de ces agences immobilières qui interviennent dans le domaine foncier. Vous savez, lorsque le gouvernement va réussir effectivement à mettre en place
ce cadastre Cadastre, oui, national. Ça va quand même permettre à ces agences-là de pouvoir faire librement C'est sûr qu'il y a une réforme qui interviendra aussi dans ce secteur. Voilà, dans le secteur ils auront la liberté de faire leurs opérations comme cela se doit. Donc, il n'y aura pas d'inquiétude à ce moment. Elles aussi vont contribuer d'une manière ou d'une autre à l'économie, à la base, et à l'économie à l'échelle nationale. Donc, c'est un moyen, d'une manière ou d'une autre, pour valoriser, comme vous l'avez souligné, justement, l'économie des communes et l'économie nationale. Très bien, oui. Prudence, par rapport à la question? Oui, il y a des gens, par exemple, qui investissent sur des terres pour faire de la transformation agroalimentaire ou pour faire même de l'agriculture, ou du maraîchage, par exemple. Et c'est pile au moment où ils démarrent les activités que un cousin se lève, à celui qui a vendu le domaine, se lève pour dire en fait que celui qui a vendu la parcelle, ça ne lui appartient pas à lui seul, ou bien ça ne lui appartenait pas. En perte profit, en perte carrément. Parce que la personne prend le temps, ne peut plus continuer par travailler, la personne prend le temps de régler le problème. Le temps que la personne prend pour régler le problème, laisse ses machines, laisse ses installations. Quand vous revenez, même si vous avez la chance de gagner le procès, vous êtes obligé, par exemple, de recommencer le processus à zéro. Donc, la situation actuelle décourage certains à investir réellement, que ce soit dans l'agriculture, même dans l'immobilier. Parce que quand vous avez, par exemple, votre immeuble déjà construit et que on dit problème domanial, vous êtes allé faire un prêt à la banque, par exemple, pour pouvoir avoir les ressources nécessaires pour construire l'immeuble, parce que vous voulez faire de l'immobilier, vous voulez louer, vous voulez faire des activités, et on arrête la construction pendant 2 ans, alors que peut-être vous avez fait le prêt sur 3 ans. C'est-à-dire que avant même que vous ne puissiez finir la construction de votre immeuble, de votre bâtiment, vous êtes obligé de finir de payer le prêt. Mais vous faites ça comment? Ça vous tue. Et pendant ce temps, ce que vous devez apporter à l'économie, vous n'arrivez pas à faire. Parce que si vous êtes réellement dans l'immobilier, vous avez un immeuble, vous avez des impôts à payer, vous avez des taxes à payer, tout cela, ça contribue au développement, ça contribue à la mobilisation des ressources intérieures. Et nous en avons plus que jamais besoin pour pouvoir financer les projets qui sont là et les projets à venir, pour les générations actuelles, mais aussi pour les générations à venir. Très bien. Merci beaucoup. De toute façon, le plan cadastre national lancé, c'est bien sûr dans l'optique de sécuriser d'abord nos terres et d'enclencher une nouvelle phase de développement de nos localités, de nos communes, parce que nous en avons besoin. Et nous allons également parler des partis politiques. Vous savez, les échéances législatives s'annoncent et déjà quelques partis politiques définissent, je dirais, leur stratégie de campagne, parce qu'on veut se faire absolument représenter à l'Assemblée nationale. Prudence. Oui, nous avons le cas le plus actuel, le cas de Moël Béné. Mais pour moi, personnellement, si ce n'est pas le congrès de Moël Béné, politiquement, ça dort dans notre pays, ça dort. Si 2023 est à nos portes, et je parle surtout aux acteurs politiques de l'opposition, à mon avis, jusque-là, il n'y a pas encore eu de réelles propositions, il n'y a pas encore eu de réelles sorties, il n'y a pas encore eu de réelles démarches. Et nous risquons, à l'allure où vont les choses, de nous retrouver dans une situation comme celle de 2019, où nous avons un Parlement où il n'y a pas un parti politique de l'opposition représenté. Et ce sera dommage. Oui, Emmanuel. Je pense que les choses se mettent timidement en place, et même s'il n'y a pas d'engouement autour de l'élection législative qui vient,
Je crois que petit à petit, les partis se manifestent. Le cas de Moël Bénin, comme l'a souligné Prudence, et nous allons attendre les décisions qui seront issues d'ici quelques heures de ce congrès pour voir concrètement ce qu'ils ont pu dire au cours de ce congrès-là. Et pour les autres partis, les partis de l'opposition ont intérêt, puisque nous rappelons des élections législatives de 2019, les élections communales de 2020 également, et des élections présidentielles de 2021. Donc, ces situations que les partis de l'opposition ont vécues, normalement, ils devraient déjà commencer par mener des démarches ardues sur le terrain pour conquérir, puisque, vous savez, le terrain est favorable. Il y a beaucoup qui ne partagent pas forcément la manière dont les choses se passent. Donc, il faudrait qu'ils aillent sur le terrain pour proposer. Il ne s'agira pas d'aller dire que le gouvernement a fait telle chose de mal, le gouvernement a fait et ce n'est pas bon. Mais qu'est-ce que vous proposez concrètement? Donc, sur le terrain, ces propositions qu'ils vont présenter à la population, c'est ça qui va permettre de convaincre davantage les mandants qui, lors des élections législatives 2023, vont décider maintenant de les élire pour les représenter à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup qui ont déploré le fait que l'Assemblée nationale a été depuis 2019 monocolore. Et donc, c'est le moment d'envoyer ces gens-là. Mais il ne faudrait pas les envoyer pour qu'ils aillent critiquer seulement. Puisque critiquer, mais avant d'y aller, il faut travailler, parce qu'il faut respecter les tests. Il y a le pourcentage, en tout cas, le taux d'affranchissement des 10%, etc. Assez de choses. Il faut forcément qu'ils se battent sur le terrain. C'est là. Puisque c'est un travail de terrain, véritablement. Ils ont perdu. Il ne faudrait pas qu'ils perdent le temps. Le temps qui reste, c'est vraiment court. Et nous restons si on doit rester dans le cas de Moël Bénin, en congrès, c'est un jeune parti qui a eu quelques expériences, qui aujourd'hui a envie de changer de stratégie, de la façon de faire. Je pense que c'est un jeune parti qui se construit, qui fait l'effort de la construction, qui fait l'effort d'être présent sur la scène politique, de donner son point de vue, de participer à l'animation de la vie politique. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, revenant aux élections législatives prochaines, parce que c'est en janvier de 2023, il nous faut peut-être aussi commencer par penser aux problèmes éventuels qu'il peut y avoir. Et tout à l'heure, vous avez évoqué les 10%. Est-ce que les 10% sont un facteur? Ça, je l'évoque comme ça. Est-ce que les 10% sont un facteur fédérateur de toutes les sensibilités politiques? Est-ce que les 10% ne sont pas un peu trop pour permettre à des partis de grandir? Parce que, avant d'être grand, il faut naître et il faut grandir avec le temps. Est-ce que les 10% ne veulent pas plutôt avoir des enfants nés avec les dents? Sinon que, pour moi, si on baissait peut-être ce taux-là, si on réussissait à avoir un consensus qui permettrait de baisser ce taux-là à peut-être 7%, ça permettrait à de jeunes partis politiques, comme peut-être même Moël Bénin, de pouvoir avoir des représentants à l'Assemblée nationale. Et si nous avons plus de sensibilité, je pense que ça va permettre de plus grands débats, ça va permettre d'avoir plusieurs points de vue, ça va permettre d'avoir plusieurs propositions. Et donc, ça va en fait enrichir la qualité des débats, mais aussi la qualité de ce qui sera retenu, in fine, comme loi et comme règlement. Oui, Emmanuel. Alors, revoir les 10%, moi, je pense que c'est un peu trop tard. En fait, c'est une proposition. Oui, c'est une proposition. Oui, je ne refuse pas, mais c'est un peu trop tard. Vous savez, je pense que ça va revenir sur cette question. Ça ne pourra pas permettre à ce que la réforme du système partisan aille jusqu'au bout. Puisque le président a toujours dit que c'est pour avoir de grands ensembles.
Et si on donne la possibilité, bon, ce n'est pas que je suis pour le parti unique, mais avoir de grands ensembles, ce n'est pas une bonne chose d'ailleurs le parti unique, mais avoir de grands ensembles, ça pourra permettre d'orienter et de ne pas éparpiller les énergies de part et d'autre. Si par exemple les partis de l'opposition s'entendent et se regroupent à un grand ensemble ou deux au plus, je pense qu'ils pourront réellement faire face à leur adversaire, donc le pouvoir en place, avec qui ils ne partagent pas forcément les mêmes avis. Donc cette union, c'est une union de force. Le gouvernement en place et l'opposition. Donc, mais moi, j'ai un problème avec cette idée qui dit que normalement les acteurs politiques de l'opposition devraient se mettre à un ou deux partis politiques. Est-ce que les acteurs de la mouvance, malgré qu'ils soient au pouvoir, est-ce qu'ils sont dans un seul parti? Non. Donc, en fait, on ne peut pas, à mon avis, obliger les gens parce qu'ils se retrouvent dans l'opposition à être dans un seul parti politique ou à être dans deux partis politiques. C'est vice-versa, ce n'est pas seulement au niveau de l'opposition. Nous voyons que en fait, il y a des partis politiques, bon, je suis d'accord avec vous, de la mouvance qui n'ont pas pu avoir leurs représentants à l'Assemblée nationale. Mais ce que je disais, c'est que si on permettait à ces partis politiques aussi d'avoir des représentants en baissant ce pourcentage-là, pour moi, ça ne fera qu'améliorer le débat politique. Ça ne fera qu'augmenter le nombre de sensibilités que nous avons au sein de notre Assemblée nationale. Après tout, il s'agit des représentants de la nation béninoise. Et ils sont pas des représentants de partis politiques à l'Assemblée nationale. Même si vous êtes PR, même si vous êtes UP, même si vous êtes d'un autre parti politique, quand vous êtes à l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas là PR, vous êtes là d'abord représentant de la nation tout entière. Très bien. Merci. Et nous allons terminer, puisque nous avons encore 5 bonnes minutes à passer ensemble, le temps d'aller à l'international avec vous, Prudence. Oui, ces derniers jours, nous avons vécu le cas Burkina Faso et il y a eu putsch. Cela a commencé d'abord par une mutinerie et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche et ça fait pratiquement une semaine. Et après, on a constaté que c'est le président Roch Marc Christian Kaboré qui était en train d'être déposé comme ça, tout doucement. Et pour moi, cela pose une question. Est-ce que nous entrons dans une nouvelle forme de gouvernance? Est-ce que, en fait, nous devons prendre les putsch comme seulement des atteintes à l'ordre constitutionnel ou nous devons les analyser sociologiquement? Parce que dire que le putsch, par exemple, c'est une atteinte à l'ordre constitutionnel, c'est purement sur le plan du droit, c'est purement juridique. Mais quand nous prenons sur le plan sociologique, est-ce que ça représente, ça a la même valeur? Vous savez, au Burkina, par exemple, après ce coup d'État-là, il n'y a eu personne qui soit sorti dans les rues pour dire, en fait, pas grand monde, pour dire, bon, il faut que le président, il faut que l'ordre constitutionnel soit rétabli, il faut que... Ça voudra dire que, on dit, qui ne dit mot consent. Donc, ça voudra dire que les populations burkinabées ont consenti à ce qui est arrivé. Même si, sur le plan juridique, ce n'est pas normal, sociologiquement, les gens sont épousés ce qui s'est passé. Et c'est la même situation que nous avons vécue en Guinée. Et c'est la même situation que nous avons vécue aussi au Mali. Ça voudra dire que les populations, à mon avis, sont beaucoup plus, veulent beaucoup plus un travail, une gouvernance, que les gens, en fait, ceux qui sont là par le fait du droit, par le fait de la Constitution, n'arrivent pas à satisfaire. Et ils sont satisfaits, ces populations-là sont satisfaits par ce que d'autres qui ne sont pas en fait dans le droit chemin sur le plan juridique arrivent à leur apporter. Et on doit commencer par réfléchir, et gouvernants et population, pourquoi quelqu'un qui vient
porter atteinte à ce que, ensemble, nous avons décidé comme loi, comme constitution. Pourquoi quelqu'un qui vient apporter atteinte à cela, on ne puisse pas lui rappeler tout de suite que, monsieur, mesdames, vous n'êtes pas dans le bon chemin. Et c'est bon, en fait, c'est d'autres personnes qui ailleurs disent que, en fait, ce que vous faites n'est pas bon. Très bien. Oui, Emmanuel, Alors, ce n'est pas bien d'encourager les coups d'État, mais il faudrait questionner pourquoi il y a eu coup d'État. C'est parce que, justement, il y a des choses que les gens n'ont pas appréciées dans la gouvernance. Il y a beaucoup qui ont déploré le fait qu'il y a eu coup d'État successivement au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Moi, je me dis, il faut aller voir concrètement ce qui se passe. La mobilisation qu'il y a eu autour, après la chute de IBK, Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, c'est évocateur. Lorsque vous allez vous questionner, il y a 5 ans, il y a 6 ans, les coups d'État, après les coups d'État, les populations se soulèvent pour dire nous sommes contre les coups d'État. Mais vous allez constater, après les coups d'État, c'est une mobilisation pour soutenir. Mais pour combien de temps de mobilisation, soutien de la population? Pour combien de temps? Parce que j'estime, je me dis que, bon, ils aspirent, la population, elle aspire à un changement, on apprécie, mais les tenants, les aboutissants de ces coups de force, on ne maîtrise toujours pas. Parce qu'à un moment donné, Abou Manti qui vient de loin. Oui, on parle de, en fait, c'est ça. Les produits deviennent chers, la population, c'est pour combien de temps? Lorsque les populations seront acculées maintenant que leur vrai visage va se dévoiler, puisque la faim, lorsqu'il y aura la faim, à cause des embargos de la CEDEAO, tout cela va contribuer en fait à mettre de la pression. Et c'est vrai, au début, il y a un peu plus de mobilisation autour de la junte et de part et d'autre. Non, mais vous avoir les contraintes... Encore 45 minutes, 45 secondes à passer. Les contraintes fixées par la CEDEAO. La population dit que nous sommes d'accord. En fait, nous épousons ce qui se passe. Les contraintes de la CEDEAO, c'est contre qui? C'est contre la population. Maintenant, vous pensez que, pour moi personnellement, il y a des phénomènes qui vont se passer dans les jours à venir dans ces pays-là qu'on met sous embargo que nous ne maîtrisons pas. Parce que quand on vous pourchasse jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'issue, mais vous battez de toutes vos forces. Il y a possibilité que ces populations-là se battent pour, en fait, ces dirigeants-là, qu'on ne connaisse pas les résultats qu'on leur promet. Il se peut même qu'il y ait un meilleur résultat. Parlons même de la légitimité en 10 secondes. Des contraintes, je dirais, des sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Mali. La CEDEAO n'est pas dans son champ d'application, puisque les sanctions dans les tests, ce n'est pas forcément ce que... Très bien. Merci à vous, Emmanuel Leconon, secrétaire de rédaction au quotidien La Primeur. Merci d'être venu. Prudence Akondé, journaliste au bimensuel La Belle Science. Merci d'être venu. Également, affrontement religieux à Savalou, phase 2 du cadastre national, revalorisation des salaires, Burkina Faso pour une nouvelle forme de gouvernance. Ce sont là les sujets d'actualité que nous avons évoqués, discutés, commentés ici. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 30 janvier.